bienvenue à ce café débat. Donc on avait commencé, je vais revenir très brièvement pour me présenter. Betty Roulant, je suis géographe. Je suis en poste à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Donc je suis une géographe qui sert à quoi? Je ne sais pas faire des cartes en tout cas. Et en fait l'initiative elle a commencé il y a 1 an, ici au Café culturel de Liberté. Et suite à ça, on avait commencé avec un premier café débat sur le VIH en Tunisie. Et on a continué en se déplaçant un petit peu sur tout le territoire tunisien. On a continué à Gafsa, à Sfax, à Sousse sur des thématiques assez variées. Des thématiques qui prêtent à débat sur la société tunisienne. Donc il a été question d'inégalité environnementale, de violence du corps de la femme. Ça, on ne m'entend pas bien? Si, ça va. Et donc voilà, après 1 année, on revient au Café culturel de Liberté et je voudrais remercier le café pour nous accueillir. On est sur un format un petit peu différent parce que pour les autres cafés débats, c'était des jeunes docteurs tunisiennes qui avaient présenté leurs travaux. Aujourd'hui, on a des doctorantes donc, qui vont bientôt soutenir et qui vont vous présenter leur sujet de recherche et grosso modo à quoi elles servent, la biologie et puis la sociologie. Ce débat, il est en langue française et arabe, donc je tiens à le soutenir. Voilà. Et puis, je vais laisser mon collègue s'introduire. Bonjour, je m'appelle donc انا اسمي هشام ياسين مع دراسة تونس لكم واول مره نحن نعملوا هذا في سيرتيفيك هيك وقررنا نحن مع الخبره اللي عندنا مع المواطن التونسي بصفه عامه فما سؤال ديما يرجع لنا انتم كيفاش تعملوا بالضبط وكيفاش يصلح بعد العلم انتم قاعدين تعملوا برشا حاجات ما فيش يصلح بالضبط كيفاش يصلح بالضبط اللي قاعدين تعملوا فيه تعملوا برشا حاجات اما احنا ما عندنا حتى فكره ما نسمعوش الحاجات اللي قاعدين تعملوا فيهم وحبينا هذه باش نعملوا ان كافي ديبا يخلط علوم البيولوجيه وايضا العلوم الانسانيه دونك باش نعطيو فكره على كيفاش يصلح العلم من زوج ميادين باش تبدا سيلين بوعبيد دونك طالبه في معهد باستور تونس ورئيسه نتاع جامعه باحثين شباب معهد باستور تونس وبعد باش توصل ريم حلبس من بي ام سي. En fait, j'ai lu beaucoup de photos de scientifiques et je voulais savoir c'est quoi le point en commun entre toutes ces personnes. En fait, le point en commun, c'est qu'ils étaient passionnés, ils étaient curieux, ils se posaient beaucoup de questions et surtout ils étaient passionnés par la recherche. Dans leurs découvertes, vraiment les découvertes qu'ils ont réalisées ont marqué l'histoire de l'humanité. Et pourtant, il y a des personnes qui se posent la question, concrètement, la science, ça sert à quoi? Bon, je comprends un peu, parce que généralement, ils savent pas ce que c'est la science, et ça, c'est un manque de communication, et donc du coup, l'intérêt de cette manifestation, en fait, c'est de comprendre un peu c'est quoi la science et la position des scientifiques dans la société. Alors, c'est quoi la science? Le socle commun des sciences est de décrire des réalités et des explications rationnelles afin de tracer l'histoire et l'évolution de notre monde. Donc, quand on parle de science, on parle de traitement, de vaccins, de découvertes. Les scientifiques ont pu aussi envoyer des robots comme Curiosity ou Insight sur Mars. Ça, c'est bien. Mais aussi, quand on parle de science, on parle aussi de génome, de radioactivité, de clonage, gene editing, et ça fait peur, à un certain moment. Donc, pourquoi il faut surtout éviter de prendre les informations sans checker leurs sources. Pour en fait comprendre et avoir des arguments logiques. Et surtout faire sa propre recherche tout en suivant une logique et faisant appel à l'esprit critique. Alors, c'est quoi l'esprit critique? Carl Sagan, c'est un de mes Homo sapiens préférés en fait. Il nous incite, s'il n'est pas le seul d'ailleurs, à réfléchir et à utiliser tout ce que la science met en notre disposition pour séparer la réalité de la magie. La magie, je ne parle pas de fées ou licornes, mais à un certain moment, par exemple, il y a des personnes qui croient que les aliens sont derrière les crop suckers et donc
c'est à méditer. Vraiment, il faut faire ses recherches. Et en fait, pourquoi? Parce que là, maintenant, on est dans un monde où on assimile des milliers d'informations chaque jour. Et il faut faire la différence entre les fake news et les facts. Donc, il faut vraiment checker les informations. Et surtout, s'il n'y a pas de source, ben, l'information, c'est à douter. Voilà. Donc, vous allez me dire pourquoi, ou plutôt comment les scientifiques savent ce qu'ils savent, et surtout comment leur donner confiance. Enfin, c'est normal. Donc la réponse est simple, c'est grâce à la démarche scientifique. Donc la démarche scientifique, c'est la méthode utilisée par les scientifiques pour parvenir à comprendre et à expliquer le monde qui nous entoure avec un raisonnement objectif, tout en étant neutre. Alors comment? C'est simple. Donc, on observe un phénomène, après on essaie de formuler une problématique et des hypothèses, on va essayer de construire un modèle, on va observer et faire des expérimentations, après interpréter les résultats et enfin communiquer nos résultats. On ne peut pas avoir l'apparition d'un être vivant sans une matière qui existe déjà à partir d'une matière non vivante. C'est ce que les gens pensaient avant. Mais grâce à Rudy, Alonso et Pastor, et grâce à leur expérience, ils ont démontré le contraire. Et ça, c'est grâce à une démarche scientifique. Alors, tout ce que je vous ai montré là maintenant, ça s'applique sur toutes les disciplines. Mais vu que je suis une étudiante en biologie, donc je vais parler un peu de la biologie. Donc la biologie, c'est quoi? C'est bio, c'est la vie, logo, c'est le discours. Donc c'est le discours de la vie. C'est poétique. Donc selon Lynn, en fait, on a la physique, elle nous permet d'élucider les lois de l'univers. La chimie, elle établit un temps, et la biologie, elle décrit les règles de la vie. Avant de s'approfondir dans une discipline, il faut vraiment comprendre son historique. Donc la biologie, avant, il y a cette notion dès la préhistoire, mais on ne connaît pas vraiment. En fait, l'homme préhistorique qui chassait avant, et même s'il ne connaît pas vraiment la notion de l'écriture et la biologie, mais il arrive à faire la différence entre les êtres vivants, les objets inanimés par exemple. Après, c'est les chamans qui ont utilisé des plantes comme remèdes pour les hommes. Après, c'est Aristote qui a commencé à s'intéresser à la biologie, les animaux et les plantes. Après, on a la découverte du microscope, qui était vraiment une grande découverte. Après, on a eu monsieur Leeuwenhoek qui a commencé à s'intéresser aux micro-organismes. Après vous, qui a découvert la cellule. Et la théorie de la cellule grâce à Schwann et Schlesinger. Avant, en fait, on parlait de sciences naturelles. Mais après, à un certain moment, on parlait de la biologie grâce à Claude Bernard, qui était un chimiste. Après, il y a eu Darwin avec sa théorie de l'évolution. Mendel, qui est le père fondateur de la génétique. Rosalind Franklin et Watson et Crick, qui après, en fait, on a pu démontrer la structure de l'ADN. Alors, un petit exemple, la biologie pour la société. Je vais en fait vous parler vous savez que la biologie n'a pas cessé d'évoluer. Son premier objectif, en fait, c'est mettre à la disposition de l'homme des solutions ou des outils pour faciliter sa vie. C'est l'une des raisons pour laquelle je voulais suivre cette discipline en faisant une thèse. Donc, le titre de ma thèse, c'est l'identification des voies métabolites impliquées dans l'acquisition de la résistance chez le parasite leishmanien. Ça fait peur, mais c'est pas ça en fait. La leishmaniose, c'est une maladie parasitaire endémique en Tunisie. Et en fait, c'est une maladie causée par un parasite qui a un cycle de vie bien déterminé. Et puis, on a 3 manifestations cliniques. On a la leishmaniose cutanée, la viscérale et la mucoviscérale. Alors, le problème pour cette maladie, c'est qu'on n'a pas de vaccin à l'heure actuelle et tous les traitements utilisés, c'est de la chimiothérapie. Donc du coup, à un certain moment, il y a une augmentation de la résistance et moi, j'essaie en fait de comprendre un peu ou d'identifier un métabolite
qui est associée à l'acquisition de la résistance chez le parasite. Donc si on arrive à déterminer ça, on va pouvoir par la suite développer des traitements qui vont directement cibler ces voies pour en fait empêcher le développement de la résistance chez le parasite. Alors, maintenant je veux que vous imaginez en fait un monde où les dinosaures existent encore. Et un monde où les parents peuvent en fait déterminer le phénotype de leurs enfants, où ils peuvent créer l'enfant parfait. Et un monde où après des traitements en fait, on peut développer des pouvoirs. Donc ça, en fait, tous ces exemples, ils mettent en avant le pouvoir de la science et plus précisément la position d'un scientifique dans notre société. Donc qu'est-ce qu'un scientifique et comment la société perçoit les scientifiques? Un scientifique, en fait, c'est une personne qui apporte des connaissances, qui remet en question des idées reçues et surtout partage son savoir. À travers ses travaux et ses résultats, ils peuvent être des lanceurs d'alerte, comme par exemple les problèmes du réchauffement climatique, et doivent être à l'écoute de la société et de ses problèmes, notamment comme les problèmes de stérilité, les traitements pour les maladies chroniques, l'identification qui causent une maladie. En fait, de nombreuses découvertes scientifiques vont influencer directement ou indirectement la vie quotidienne de la population et certains développements sont devenus l'objet de controverses de débats publics. Par conséquent, l'engagement des scientifiques est proposé comme solution pour construire une confiance et une compréhension mutuelle. Donc, les scientifiques doivent présenter, convaincre et justifier leurs recherches population, on a vraiment une notion d'engagement. Et les sciences humaines et sociales jouent un rôle central dans le dialogue et la place de la science en société. Et donc voilà. Merci de votre attention. يعطيك الصحة سي ميرسي. باش نواصلوا مع البريزونطاسيون ومن بعد عسلامتكم، مرحبا بكم معنا. كل عام وانتم حيين بخير. d'abord. Alors, je vous présente Rym Haloues, socio-anthropologue, et je vais essayer de vous présenter, de répondre en fait à la question qui nous réunit aujourd'hui. De prime abord, il faut comprendre que les sciences humaines et sociales est vraiment un bloc de sciences, de disciplines très hétérogène, d'accord. On peut trouver au sein de ce bloc de sciences la sociologie, l'anthropologie, l'économie, le droit, la psychologie et tant d'autres sciences, et qui à un certain moment entre elles ne communiquaient pas en fait, d'accord. Mais heureusement de plus en plus ces sciences commencent à s'ouvrir sur elles-mêmes, de communiquer sur elles-mêmes. Et le but maintenant est de faire communiquer les sciences humaines et sociales avec les autres types de sciences qui sont les sciences exactes ou naturelles. Donc, alors, c'est pas la bonne. Voilà. Donc, je vais revenir sur l'origine du mot science en fait. Alors, le mot science dérive du mot latin scienta qui signifie connaissance. Et scienta vient du science et scientis qui signifie celui qui sait, instruit, habile, connaisseur. Et donc pour nous là, la science est appréhendée comme une connaissance et le scientifique est celui qui sait ou qui veut à la limite savoir. Donc, partant de cette première définition qui est la science est une connaissance, on va l'appréhender comme la science est un mode de connaissance des phénomènes naturels et humains, donc de façon générale ici, et donc autant la science porte nécessairement des objets d'études particuliers, il existe autant de sciences que d'objets d'études. D'accord. Et on connaît bien sûr les sciences exactes, naturelles, dures, mais il y a aussi les sciences humaines et sociales qui étudient l'être humain sous différentes facettes. Pourquoi cette
distinction parce qu'à un certain moment, ou bien peut-être encore, l'idée reçue chez la plupart des gens est que les sciences humaines et sociales ne sont pas des vraies sciences. Alors, l'enjeu aussi aujourd'hui est de montrer que les sciences humaines sont des sciences et qu'elles ont leur propre méthode et qu'elles cherchent à prouver leur scientificité au sein du cercle du savoir. Donc, la question que je me pose, c'est en quoi ces différentes sciences, comme mode de connaissance, se distinguent-elles les unes des autres? Alors, la science, en général, est un mode de connaissance qui se distingue, comme je viens de dire, par ses méthodes. Et ça remonte à assez longtemps, puisqu'on retrouve dans le dictionnaire historique de la langue française depuis le XIIIe siècle que le mot science a pris une signification déjà proche de son sens moderne ou contemporain. Il désigne un ensemble de connaissances ayant un objet déterminé et une méthode propre. Et pour les sciences humaines et sociales, l'objet qu'elles traitent, c'est le social. Alors j'ai essayé de vous éclairer sur cet objet des sciences humaines et sociales en posant la question qu'est-ce que le social, et je vous offre deux définitions. Celle de Madeleine Gravitz qui définit le social comme ce qui concerne les hommes en société. Vous avez la référence, le lexique des sciences sociales. Et la seconde définition est celle de Jean-William Lapierre, qui définit le social comme les éléments d'un système social sont des personnes ou des groupes, et les relations sociales sont des interactions entre ces personnes ou ces groupes. Donc, les sciences humaines traiteraient de ces relations, de ces interactions entre ces individus et ces groupes aussi d'individus. Alors, donc, j'essaie de récapituler. Donc, les sciences sociales, elles sont une activité de connaissance. Et une activité de connaissance, elle se fait à travers la recherche. Et la recherche, donc, c'est une activité. Mais quel type d'activité est-elle? J'ai essayé de la défalquer en trois moments. La première, c'est que la recherche est une activité qui vise l'objectivité. Et je vais garder le mot objectivité pour vos questionnements ultérieurs. D'accord? La recherche est une activité de quête objective de connaissance. C'est un cumul. Déjà, il faut l'objectivité en premier moment. Après, elle vise la connaissance. Et puis, la recherche est une activité de quête objective de connaissance sur des questions factuelles. Et je garde un peu le suspense pour vos questions ultérieures. Si vous avez, vous voulez vous approfondir sur ce que l'activité de la recherche, vos questions seront les bienvenues. Donc, alors, pourquoi fait-on de la recherche sociale? La recherche sociale, elle coupe avec les connaissances du sens commun. Elle repose, et qui lui repose sur des prémices fausses, idéologiquement tiraillées, où il y a absence de logique, de rationalité, de doute et de tolérance. D'accord? Et la recherche sociale, elle permet aussi de systématiser l'observation, de remettre en question les vérités absolues, d'extraire le sens et les significations aux phénomènes sociaux et de généraliser le savoir parcellaire en adoptant des outils assurant la validité et la fiabilité des résultats obtenus. Ici, ça revient, surtout le dernier paragraphe, c'est un peu l'objectif de la recherche sociale, et les deux dernières lignes, c'est à peu près la méthode qui garantit la scientificité de la recherche sociale. Donc, pourquoi fait-on de la recherche sociale? Alors, c'est une question qui s'adresse à tout chercheur qui fait de la science et tout chercheur qui fait un sociologue, un anthropologue, un historien, un géographe. D'abord, une réponse évidente, celle, la soif de la connaissance, de la compréhension.
Et ce besoin de connaître peut prendre deux formes qui correspondent aux deux types de recherche en sciences sociales sur lesquelles on travaille. La recherche fondamentale, c'est-à-dire le savoir pour le savoir, et la recherche appliquée, ou ce qu'on appelle la recherche-action, qui, elle, est une recherche aussi pour le savoir, bien sûr, elle vise à créer de la connaissance, mais qui est commanditée par un organisme, une ONG, l'État, une entreprise. Et là, il a une problématique, un projet, et c'est le chercheur qui va mener l'enquête selon la demande du commanditaire. Alors, finalement, quand on comprend l'esprit de la recherche en sciences humaines, on retient des mots clés qui sont la philosophie du doute. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de la recherche si on n'a pas cet esprit et on n'appartient pas à la philosophie du doute. La logique, bien sûr, cela induit l'un induit l'autre. La rationalité instrumentale, c'est-à-dire pour prouver que la recherche sociale est une recherche scientifique, il nous faut des instruments bien établis, une méthodologie bien tracée qui permet de valider les résultats qu'on va obtenir et à un moment antérieur de reprendre peut-être par d'autres chercheurs la même thématique, mais il faut avec les mêmes instruments pour prouver la continuité de la recherche. Et puis le systémisme, dans le sens que vraiment on organise le travail, c'est pas un travail chaotique où on observe n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Donc il faut aborder une méthodologie, comme je viens de le dire, bien tracée, bien connue. L'esprit critique, bien sûr, il y a un taux scientifique qui se valent de ce mot. Et puis, pour nous, les sociologues, les anthropologues, c'est un mot d'ordre, une règle d'or, c'est le refus de l'absolu. Pour nous, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas une vérité absolue, tout est relatif, tout est en relation avec les circonstances dans lesquelles le phénomène ou le fait social est observé et étudié. Et puis, bien sûr, ça ramène à penser qu'il y a une multitude de vérités. Il n'y a pas une seule vérité, mais une multitude de vérités. Donc, pourquoi faire encore la recherche sociale? Donc ça nous permet, les résultats qu'on donne, nous en tant que sociologues ou anthropologues ou gens des sciences humaines, les résultats qu'on donne, c'est pour permettre de mieux connaître la réalité sociale dans laquelle nous vivons en tant que citoyens ou citoyens tunisiens, citoyens du monde. Et puis s'adapter à un milieu stressant, menaçant, au lieu de le transformer en profondeur. Il y a beaucoup de sujets dans ce sens qui permettent de changer les opinions, de pousser l'ouverture des esprits. Bien sûr, on peut parler des violences faites aux femmes, l'homosexualité, le racisme. C'est à travers plusieurs recherches et leur diffusion que les changements se font au sein de la société. Et puis, ça, bien sûr, ça ne peut que mener à améliorer le sort de l'humanité par le biais de le progrès. Et pour nous, ici, les sciences humaines sont un outil de technologie sociale, c'est-à-dire c'est une métaphore entre la technologie au sens des sciences dures, les robots, tout ça, mais nous aussi, en sciences humaines, on crée de la technologie sociale qui permet de changer les sociétés, de changer les mentalités et de s'ouvrir à de nouvelles idées. Donc, le chercheur, c'est une question qui nous revient aussi à tous. Comment un chercheur choisit son objet? Alors, ça c'est une question assez ambiguë en sciences sociales parce que c'est une question de, comment dirais-je, de balance.
c'est entre distance et proximité. Un chercheur ne peut pas travailler sur un objet sauf qu'il y a un intérêt intuitif au départ. Et c'est tant mieux, parce que si tous les chercheurs travaillaient sur la même chose, on ne peut pas couvrir toutes les réalités sociales. Donc il y a aussi ce départ, ce déclic, qui fait que certains chercheurs soient plus attirés et plus intéressés à certains objets. Et puis, il y a, bien sûr, quand on s'intéresse, on commence à faire de l'observation directe et ciblée, d'accord ? On lit sur le sujet donné, on fait des lectures bibliographiques, et puis on arrive à un moment où les choses deviennent un peu mûres, d'accord ? Mais on arrive à formuler une question de recherche, à formuler la problématique de la recherche. Et à ce moment-là, il y a le positionnement théorique. Et bien sûr, il faut savoir qu'en sciences humaines, il y a plusieurs courants théoriques, plusieurs écoles, plusieurs appartenances idéologiques. Et là, le chercheur doit se positionner. C'est un peu assez technique, mais il faut le montrer pour montrer aussi que les sciences sociales sont des sciences. D'accord ? Puis on arrive au moment de la collecte de données, ce qu'on appelle, nous, le moment du terrain. Et là, ce qui est merveilleux en sciences sociales, c'est que chaque terrain a sa propre spécificité. On peut partir sur le terrain avec des idées reçues, celles qu'on a formulées, qu'on a construites à partir de nos lectures bibliographiques. Et finalement, on arrive sur le terrain pour être surpris par d'autres réalités, par d'autres faits. Et une devise que je dis toujours à mes étudiants, c'est que le terrain a toujours raison. D'accord ? Donc en sciences sociales, c'est le terrain qui a toujours raison. Et puis on arrive à l'analyse du corpus, c'est-à-dire les matériaux. Généralement, je fais de la recherche qualitative. C'est le corpus, c'est des entretiens, c'est des récits de vie avec des personnes qu'on choisit selon, bien sûr, des références et des critères bien déterminés. Et puis on arrive bien sûr à la formulation des résultats. Là, on a fini avec un peu la partie théorique de la présentation. Et je me permets, dans les prochains slides, de présenter un peu mes travaux durant 8 ans d'expérience, 9 ans d'expérience. Et la première, c'était en fait un aboutissement de mon travail de mémoire de master en anthropologie sociale et culturelle, et où j'ai travaillé sur les stratégies matrimoniales et construction identitaire, les cas de Sfaxiens résidant à Tunis. L'expérience, le choix de l'objet a émané d'une expérience personnelle, parce que j'ai épousé un Sfaxien, je ne le suis pas. Et donc l'enjeu était pour moi de penser ce mariage mixte, ou les mariages qu'on appelle dans la terminologie anthropologique mariage endogame, exogame, c'est la famille, la culture, l'identité, le mariage, l'appartenance territoriale, le patrimoine et la continuité. D'accord ? On peut en parler, c'est une histoire qui dure depuis 16 ans maintenant. Alors, la seconde recherche était ma première recherche-action, et elle portait sur l'empowerment économique des femmes rurales. Et on a travaillé avec des femmes rurales à Oued Sbeihiya, au gouvernorat de Zarouet. Et c'était un autre paysage de la Tunisie. Je ne pensais pas qu'à Zarouet on peut être aussi dans la précarité. Et l'enjeu était de découvrir ces femmes rurales, de découvrir l'approche genre, l'empowerment économique, comment ces femmes s'investissent dans l'espace public à leur manière, et puis la dichotomie de l'urbain-rural, la citoyenneté et la marginalisation. Je sais que... Alors, c'est mon travail de thèse. Je travaille maintenant sur le don d'organes. Je sais, Hicham, je prends beaucoup de temps. Je suis désolée. Mais, d'accord. Alors,
déjà, l'intérêt émanait d'un intérêt personnel à la question. Et la question du don d'organes, il y avait l'enjeu de la société, de la question du don et du contre-don, de questionner la société tunisienne sur cette thématique en mettant en exergue le rapport de la vie et à la mort, le corps, la famille, le consentement, la religion et le rapport à l'État ou à l'institution. Et là, c'est un ouvrage où j'ai participé avec un article qui s'appelle « Le cyberactivisme en matière de don d'organes ». Là, c'est une autre aussi vision de la société tunisienne. Là, on croyait que les gens sont passifs à la question du don d'organes. On découvre sur la blogosphère une méta-citoyenneté, je l'ai appelée une méta-citoyenneté, où les gens s'impliquent sur les réseaux sociaux numériques, sur Facebook, sur la blogosphère, pour inciter leurs co-citoyens à donner les organes. Et là, on parle d'altérité et d'empathie. Bon, je vais dépasser là. Là, ici, j'ai travaillé avec une association Twesa, d'accord, sur la citoyenneté et l'apprentissage des citoyennetés dans les écoles. Bien sûr, c'est une recherche-action, commanditée par l'association Twesa, mais qui aussi joigne un intérêt personnel à la question de l'éducation et de l'école en Tunisie. Et là, on est allé à Gastri, donc des quartiers périphériques de Gastri, pour questionner le rôle de l'école dans l'éducation citoyenne. Et là, on a posé des questions à des enfants de 4e année au 6e année sur qu'est-ce que la citoyenneté, c'est quoi le devoir, c'est quoi un droit. On a parlé aux instituteurs qui, eux, comme groupe professionnel, syndicalisé. Et on a aussi été confrontés à différentes classes sociales, la plupart marginalisées, et puis à questionner le rôle de l'école comme ascenseur social, surtout dans les régions intérieures de la Tunisie. Voilà. Donc, là, personnellement, quand on parle de sciences sociales, on peut que penser à le rôle du chercheur dans le champ académique et scientifique, avec des concepts clés, c'est qu'elle ne peut créer que de l'empathie, du dépaysement, l'acculturation, un ethos, une vision du monde, bien sûr, différentes représentations sociales de tout objet, la socialisation, bien sûr aussi, il y a les changements, mais en contrepartie, il y a aussi les invariances et plusieurs vérités toujours, et la relativité. Voilà, et je finis par une citation de Ora Thomas, qui lui, un physicien, et qui s'intéresse beaucoup à la psychologie, qui dit pour se comprendre lui-même, l'homme a besoin d'être compris par un autre. Et c'est exactement le rôle du chercheur social. Et merci pour votre attention. Les technopoles, nous avons des technopoles installés en Tunisie, nous avons 16 technopoles dans toute la Tunisie. Et ces technopoles n'ont pas fait beaucoup de choses. Alors maintenant, j'ai pris une activité dans ce sens-là. Mais parce que j'ai enseigné moi-même ce que étaient les technopoles dans le monde. J'ai compris ce que c'est. Et depuis 1997, on n'a pas réussi à faire fonctionner nos technopoles. Et les technopoles, c'est quoi? C'est ce milieu, c'est le café. C'est ce milieu que nous fréquentons dans la multidisciplinarité. Alors on l'a fait ainsi. Il s'est fait aussi à l'étranger comme ça. Mais les Européens viennent, dans les 3 dernières années, de découvrir ce que c'est la vraie technopole. C'est-à-dire l'incubateur de projet. C'est l'interrelation des sciences. Et c'est ce que vous faites ici. Alors je vous supplie, cherchez de ce côté-là pour sauver notre pays de ces 20 années de gâchis.
dans les technopoles? C'est ma question. Si vous l'avez fait, si vous avez une connaissance, sinon, je vais ne pas l'aider comme ça pour chercher le moment pour discuter. Merci. Alors, autrement, il y a des questions. D'accord. Alors, pour moi, monsieur, Technopole, je n'ai aucune idée. Sauf que je suis un peu... j'ai eu de la chance, parce que je suis une doctorante associée à l'IRMC. Et là, aussi, l'IRMC, c'est un peu sans moi. C'est que des sciences humaines, c'est vrai, mais il y a cette multidisciplinarité qui nous permet de s'ouvrir entre sciences sociales et humaines les uns sur les autres. Et vraiment, c'est les GRMC, c'est pour moi une cellule qui permet vraiment de s'ouvrir. Mais entre sciences sociales et sciences naturelles, oui, on aimerait bien, c'est le rêve. Quoi. Cyril, tu veux peut-être dire quelque chose? Non, pour le moment, je n'ai pas essayé de contacter des technopoles. En fait, j'imagine qu'à un certain moment, après avoir par exemple développé, grâce à la science fondamentale, qui peut être appliquée à la société, peut-être quand même en contact des technopoles. Pour le moment, non. Merci. Une autre question? Alors, moi je suis amateur de la culture scientifique en Tunisie et je me réjouis de ce café débat, qui est d'ailleurs un des objectifs principaux de la culture scientifique et de la diffusion de la culture scientifique et surtout de rapprochement entre la société et la science. C'est ce que vous avez fait et je vous remercie pour ça. Alors bien sûr, cette expérience doit être multipliée un peu partout, mais peut-être elle doit être abordée sous différents niveaux. Bien sûr, là vous avez fait une présentation savante. Je ne sais pas si tout le public aurait pu comprendre ce que vous avez dit, mais normalement, dans les cafés sciences, le rapprochement entre science et société, il faut que ce soit de tout public. C'est ce que notre association va essayer de faire. Et la deuxième chose, c'est que le débat doit être orienté. Là, nous sommes dans une réunion science-société. Il ne faut pas qu'on s'écarte de ce sujet-là. Donc, je crois qu'il faut un modérateur pour qu'on n'aille pas à droite et à gauche. Alors, on va y aller, on ne va pas aller à droite et à gauche. Science et société. Donc, question? Oui. On a une anthropologue, j'arrive après dans le fond de la salle. On a une jeune étudiante en anthropologie ici. Sciences société, Dounia. Alors, bonsoir tout le monde, je suis Damien, je fais un master en anthropologie sociale et culturelle. D'abord, je vous remercie pour vos deux présentations et ma question est à vous, mademoiselle. Alors, en fait, si on revient à ce que l'OMS a dit sur la leishmaniose, on peut savoir qu'il y a 12 millions de malades, si on peut dire, et aussi qu'il y a des ou des facteurs socioculturels qui interviennent dans le développement ou l'évolution de cette maladie. Donc je voulais savoir si vous avez une idée sur ça et aussi si vous avez une idée sur la question de migration leishmaniose, parce que ça se pose aussi. Donc ce sont deux questions. Sinon, mes deux questions se posent dans le cadre de la question à quoi ça sert la science, parce que je pense que la science aussi sert à tisser ces liens entre ce qui est socioculturel et ce qui est biologique. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, pour le moment, vous savez que, les travaux de recherche se portent spécifiquement sur la résistance du parasite par rapport au traitement. C'est vrai qu'il nous manque des données épidémiologiques, enfin pas qu'il nous manque, mais il nous faut plus davantage en fait des travaux sur l'épidémiologie sur cette maladie. Il y a quelques articles qui ont été publiés. L'immigration leishmaniose, je n'ai pas vu un article récent. Oui, mais en Tunisie. L'autre question, c'est quoi? Les facteurs socioculturels. Les facteurs socioculturels. Oui, société. Justement, en fait,
fait. Ce genre de manifestation prouve à quel point c'est important d'ajouter. En fait, c'est pas que. Près du micro. Il ne faut pas juste se limiter sur l'aspect fondamental de la recherche, mais aussi apporter d'autres connaissances socioculturelles sur les maladies, notamment la leishmaniose ou autres maladies. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tisser ce lien entre les sciences fondamentales et les sciences sociales et culturelles. Près du micro parce que sinon. Alors, prenez notre question ici. Alors, bonsoir tout le monde. Merci pour vos interventions toutes les deux. Je me présente d'abord. Donc, je suis de formation biologiste, mais là maintenant je travaille dans une fondation politique qui traite des questions issues des sciences humaines et sociales. Donc, ma première question s'adresse à vous, la chercheuse en biologie. Vous avez dit, dans la présentation, que la chimie était un pont. Je voulais savoir un pont entre quoi et quoi. Entre la physique et la biologie. Pourquoi ce n'est pas une science, la chimie, c'est une science qui... pourquoi elle devrait être un pont entre deux sciences, la biologie et la physique, puisqu'il y a des théories de physique ou des théories de chimie où il y a une bataille entre les chimistes et les physiciens. Je prends la théorie de la physique quantique. Les chimistes ont prouvé que, je ne sais pas, je ne suis pas physicienne, ont prouvé X et les physiciens, ils voient ça d'un autre côté. Ils ont aussi prouvé ça avec leur méthode, mais ils ont prouvé que ce X, c'est vu par les chimistes, et chimiquement c'est ça, mais physiquement c'est pas ça. Et puis j'ai une autre question à vous deux. Je trouve que les sciences exactes et les sciences humaines sont deux domaines dans le passé qui ont été traités séparément. Et là maintenant, on vit dans la réalité où ces sciences-là, quand ils se réunissent, le résultat, en fait, ils sont indéniablement proches l'un de l'autre, et l'un dépend, les sciences dépendent des sciences biologiques et vice-versa. Je prends la question par exemple, vous avez dit que les questions qui traitent les personnes, la compréhension par exemple des OGM, si les parents dans le futur étaient capables de choisir l'ADN de leurs enfants. Alors là, les sciences humaines interviennent les sociales interviennent avec une discipline qui s'appelle l'éthique, par exemple. Je voulais savoir, vos avis sur comment les sciences humaines et sociales voient ce rapprochement avec les sciences biologiques et vice-versa. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'était en fait, le professeur il a fait un rapprochement. Pour le moment, la grande question chez les scientifiques, c'est quoi l'origine de la vie? D'accord? Ok. Là, je voulais faire d'un point de vue physique, où la physique a des lois, ils essayent de décrire. Après, la biologie est liée à la description de la réalité. Entre-temps, la chimie est liée grâce à la compréhension des réactions chimiques, les cantines ici, elle fait le rapprochement entre physique et biologie. Donc c'est pas chimie, mais une science de l'axe, c'est vraiment c'est une science voilà, exactement, mais c'est juste une analogie. La physique, c'est les lois, après la chimie pour essayer de comprendre un peu les réactions des racines ici, et après la biologie, c'est pour décrire la réalité. Mais la chimie, elle a ses propres lois.
Alors, on va peut-être... Oui, c'est vrai, par rapport à des réactions, etc. Mais en fait, c'est juste une analogie. On va peut-être, Rine, si tu peux répondre justement, je pense que sur ces questions d'enjeux éthiques et sur les ponts entre les sciences humaines et les sciences exactes, qui me semble que c'est assez nouveau et qui manque cruellement, parce que Rine travaille sur la transplantation d'organes. Donc elle est vraiment sur un sujet qui croise. Si tu pouvais répondre à ces questions. D'accord. Si avant je pouvais ajouter quelque chose. Je suis désolée. En fait, je vais vous donner un exemple d'un centre de recherche où j'ai fait mes études. En fait, c'est un centre de recherche qui unit la philosophie et les sciences de la neurobiologie. Donc, je voulais savoir aussi une autre question. Est-ce qu'il y a des instituts en Tunisie qui travaillent, qui travaillent en collaboration, par exemple, la faculté des sciences, des sciences avec la faculté, par exemple, des sciences humaines? Enfin, il y a un institut de recherche, je vous nomme un institut de recherche de la philosophie des mathématiques. Il y en a en Europe, par exemple. D'accord, je réponds à votre première question, puis je reviens à la dernière. Alors, la question de la relation entre sciences exactes ou naturelles et les sciences humaines. Moi, personnellement, je pense qu'elles sont complémentaires, comme vous l'avez... elles doivent être complémentaires, comme vous venez de dire. Et je prends comme exemple mon actuel travail sur la transplantation d'organes. Alors, bien sûr, dans une approche médicale, biologiste, la vie est plus importante et plus sacrée, d'accord? Donc, un médecin qui est face à un cas de mort encéphalique, il pense, dans sa logique à lui, directement aux possibilités de transplantation et pour sauver des milliers de vies, des centaines de vies, bien sûr en Tunisie, qui sont sur des listes d'attente, qui ont besoin d'être greffés d'un rein, d'un poumon, d'un cœur. Mais là, les sciences sociales s'interviennent à travers la composante de l'éthique pour dire que c'est vrai que la vie est très importante, mais il y a aussi la question du consentement. Et que réellement, il y a aussi besoin de respecter la décision du donneur potentiel. Est-ce qu'il s'est exprimé sur la question? Est-ce qu'il est pour ou contre le don d'organes? Dans le cas échéant en Tunisie, il faut demander à sa famille. Et ça, c'est un premier moment. Il y a un second moment maintenant avec l'avancée des techniques médicales. On parle de l'exonogreffe, c'est-à-dire transplanter des organes d'animaux sur un corps humain. Là aussi, il faut un travail assez profond en tant que sociologue, anthropologue, parce qu'il s'agit, on ne peut pas apporter une telle pratique médicale sous le prétexte de sauver des vies qui n'est pas acceptée dans la culture de la société donnée. Donc c'est vrai, ça fait des réticences. Et donc là, les sciences humaines, moi je pense que ça apporte des éclaircissements aux professionnels de la santé sur comment aborder la question du don d'organes par rapport au consentement, parce que en Tunisie, on connaît une pénurie grave sur cette question-là, parce que soit les personnes de leur vivant n'accordent pas leur accord à donner, ou bien c'est les familles, généralement. Et donc, c'est vraiment, ça met on exergue le rapport du Tunisien par rapport à son corps, par rapport à la religion, par rapport à la famille.
c'est assez problématique et je pense que des études sur ces éléments-là pourraient apporter des éléments de réponse aux professionnels de la santé pour qu'ils puissent agir dans ce sens, c'est-à-dire le plaidoyer, la communication, afin d'ancrer une culture du don d'organes au sein de la société tunisienne. Et c'est là où je vois la relation et le besoin que les deux types de sciences communiquent entre elles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu sur... Et par rapport aux institutions, à ma connaissance, non. Le seul institut que je connais, c'est l'Institut Pasteur qui fait un grand effort en matière d'éthique dans ses recherches, dans ses projets, en abordant la population. Sinon, des partenariats entre universités, à ma connaissance, il n'y en a pas. Voilà. Alors on a une question ici. تقريبا مداخلتي في علاقه العلوم الانسانيه والعلوم الصحيحه والعلوم الدقيقه بشكل او باخر مساله الموضوعيه، يعني موضوعيه العلم واعتباره الحياد ناخذ ممكن مقوله بيير بورديو في اخر حياته تحدث على انه الباحث في مجال العلوم الاجتماعيه غير مسؤول يعني عن نتائج بحثه او غير مطالب يعني بان يظهر بشكل موضوعي بطريقه شكلانيه. مثلا اذا كان اشتغل على بحث في علاقه العولمه يتفاوت بين الدول وبين الشعوب. اجبد يلحي انه مثلا حتى في علاقه بالعلوم الصحيحه والعلوم الفيزياء وبشكل عام العلوم الطبيعيه. مثلا اذا كان الانسان يبحث عن ملجا الى المريخ يعني عارفيا ان يحل مشكل المناخ على الارض. يعني المشكل هنا يطرح في علاقه السعي العلم ان يكون موضوعي وان يتجنب يعني اي حساسيه او حساسيه مع السلطه ولا مع الاقتصاد مع الشركات مع المموله، قد تلجا به الى ان يكون بدون اي موقف بتبرير انه يجب ان يكون موضوعي. في هذه الحاله مساله الموضوعيه وحتى الحياد الاكسيولوجي طرحه ماكس فيبر منذ اكثر من يعني مداني واقعيا على العالم الباحث ان يكون موضوعيا ان يتجنب اي موقف اخلاقي وان يصب اذانه عن الواقع وما يمكن ان يحدث فيه مشاكل وكوارث. يجب ان يكون موضوعي او عليه ان يعتمد معايير علميه في الوصول الى يعني كاليات نتائج البحث. وفي الاخير يقول النتيجه كما هي وليس مضطرا ان يكون يعني محايد اخلاقيا. اوكي. الباحث عنده les outils de recherche. Donc du coup à un certain moment وقت اللي يمشي ويجرب يعمل التجارب نتاعو اكسترا يلقى من بعد في الاخر بكل ريزولتا. من بعد ان فيت معناتها ان السؤال نتاعك اسكو هو معناتها لازم يكون اوبجيكتيف ولا لا بارابور لي ريزولتا اللي باش يلقاهم. سي سا داكور. دونك وي ان فيت لازم يكون نوتر في الريزولتا اللي يلقاهم والموضوع من بعد ما نعرفش فيروس وقت تولي فريمون مشكله. سي فري كو هو عنده لي زوتي باش يوصل باش يعمل حاجه كيما هكاكا. اذا كان العواقب نتاعها خايبه جو بونس كو ليتيك معناتها تدخلوا ليه معناتها سي يعني لازم يكون ان فيت عجبني التفكير نتاعك معناها تحليلك للامور، لكن انا ما نوافقكش في معناها كما كيفاش نقولوها البيرسبكتيف اللي خدمت منها لوبجيكتيفيتي مش هي اللي ممكن معناها صحيح. اما بالنسبه لي انا نختلف معاك في مفهوم الموضوعيه هذا اللي تحكي عليه. الباحث كي يقول انا موضوعي دون لو سونس هو مثلا فما ان في سوسيال في المجتمع نتاعنا فرض روحه
هو الباحث شنو هو فات؟ سي ان اتر هيومان، انسان بشر عنده تربيه في محيط معين، في ثقافه بدات من العائله وبعد كده في المدرسه بعد كده بتاتر دار لو سيركل دامي اللي معناها لما الفكره نتاعو فيه سا ليجيتيم معناها. لكن زاده يلزم الموضوعيه اللي نحكي عليها هنا اللي تفسيره للظاهره الاجتماعيه ما يلزمش يتاثر يتاثر سي فري باش يتاثر مي ان سيغتان دوغري معناها انا جوستومون اللي قلت لك عليها كديستانس والبروكسيميتي فما اون بالانس ما يلزمش يكون ذاتي ما يلزمش يكون زاد حياتي 100% داكور. نعطيك ان اكزومبل في فتره معينه في عهد بن علي جانا لو فوال الناس الكل البنات الكل في تونس لبسوا لو فوال اي بورتون لا بوليتيك وقتها سيتي لونتي فوال معناها في عهد بن علي ما فماش الحريات الشخصيه تلبس على روحك ولا تنحي ولا دونك les voilés étaient un peu entre guillemets persécutés. Naref, un sociologue qui lui il était anti-voile, il est vraiment anti-voile. لكن في l'ouvrage اللي خدمه il a essayé d'être neutre justement et d'expliquer le fait du voilement des femmes tunisiennes à travers un processus. اللي هو شنو هو؟ اللي هو par exemple l'ouverture sur les chaînes satellitaires اقرأ وما شابهها d'accord اللي هو un sentiment de mal vivre, de mal être. Merci beaucoup. Alors, on va prendre les questions. On va commencer par le philosophe. Bonsoir, merci beaucoup pour ce débat très riche. J'ai noté de nombreuses remarques en français, mais souvent j'exprime en arabe, donc je préfère exprimer en arabe. معناها من النقاش ما بيناتكم خاصة من العنوان الديبا إنه يكون فما تعارض كبير ما بين البيولوجيا والعلوم الاجتماعية، يعني التعارض مهم جدا. باش نفسر علاش خاصة إنه التعارض هذايا اليوم لازم يكون شوية باللغة العربية. ثم أقمتم سؤالي هو التالي: لماذا لم تقمنا تعارضا ما بين البيولوجيا والعلوم الاجتماعية؟ لأن هنالك بحقيقة الأمر تعارض كبير جدا، وأي حديث على نوع من التكامل كومبليمونتاريتي على أي نوع من التكامل اليوم هو موضوع خطر. لماذا؟ لأنه ببساطة هنالك مواضيع اليوم تطرح في البيولوجيا تتعارض مع مفاهيم كنت سيدتي قد ذكرتها، مثلا التنشئة الاجتماعية لا سوسياليزاسيون. سأذكر مثال بسيط يقيم الفرق ما بين البيولوجيا والعلوم الاجتماعية. العنف مثلا، ظاهرة العنف اليوم هو سؤال طارئ جدا في تونس. العنف يوجه ضد المرأة، ضد الأقليات، ضد من نعتبرهم على الهامش، ضد حتى من هم على المركز. اليوم هنالك طرح جديد في العلوم البيولوجية تقول بأن العنف ينتقل في جينات. إذن العنف هو وليد جينيتيكي نوعا ما. لكن في مداخلة أخرى في العلوم الاجتماعية نجد بأن العنف هو وليد التنشئة الاجتماعية لا سوسياليزاسيون. والعنف الموجه ضد المرأة مثلا أو ضد من هم على الهامش هل يعتبر كنقل أو كوروث اجتماعي؟ لا أعلم إن كانت العبارة صحيحة أم لا، كنتم تستعملونها في العلوم الاجتماعية أم لا. لماذا المداخلة جاءت كذلك؟ أولا لأننا علينا أن نتجرأ على طرح الأسئلة على التونسيين، وهذه اليوم هي مهمة من يشتغل في الميدان وهم علماء الاجتماع. في حقيقة الأمر وأنا أنتمي إلى الفلاسفة لا يشتغلون على أرض الواقع، وتلك هي مصيبة الفلسفة أنها لا تنزل أبدا إلى أرض الواقع. اليوم علينا أن نطرح هذه الأسئلة
من الأجدر أن نطرح هذه الأسئلة أمام كل البناء المعيارية. عندما أقول البناء المعياري أريد فقط أن أشير ببساطة إلى المدرسة، إلى الدين، إلى مجمل كيف نقول الضوابط الاجتماعية التي تولد العنف. لذلك أعود إلى سؤالي: لماذا لم تتطرقنا سيدتي إلى ذكر هذا التعارض ما بين البيولوجيا والعلوم الاجتماعية، لأنه في الحقيقة لا أجد أن هنالك تكاملا بينهم. شكرا لكم. ميرسي. Donc on va essayer de faire les questions ou compléments ou voilà un petit peu plus court pour essayer de prendre une liste de questions. Allez, ensuite derrière ici et on arrive là-bas et on arrive. Zakaria Blasfar, ancien pastorien, administrativement, mais je suis toujours pastorien par l'action. En fait, je remercie Hichem qui nous a lancé l'invitation. Et quand j'ai vu le titre de Tabar ou la aide, à quoi sert la science, automatiquement, je me suis porté sur la vision de la société sur la science. Que font les scientifiques, les chercheurs? Eh bien, il faut reconnaître à ce niveau que Asrin Niesa, c'est communication. Le chercheur في تونس مازال يعيش منعزل عن المجتمع نتاعو. الفيلسوف قالها وحده، قال احنا الفوق رانا الفوق. Il faut pas. Donc, c'était l'occasion de voir des gens se demander pourquoi vous ne communiquez pas. Elle a dit comme mystère, quand nous cherchons les archives de l'Institut Pasteur, avant la Première Guerre mondiale, jusqu'à 1938, vous allez trouver des documents extrêmement riches dans l'étude de la société, les مجتمعات صغيرة قرى كذا liées à la médecine. Mais il y a un descriptif social très dense et très riche, chose qui ne se fait pas actuellement. Et donc, أنا شفت le débat بتاعكم بعد شوية على الكيستيون هذه، حبيت نذكر وكهو. Merci beaucoup. Et c'est bien parce que vous mettez justement au cœur du sujet la place du chercheur dans la société tunisienne aujourd'hui. Et je pense que c'est important. On a encore 3 questions ici et on arrive par là-bas. On essaie de... Rapidement, merci Betty. Je suis Hassan Ahmed, médecin et militant associatif. Donc ma question, quelle est la problématique en réalité? Parce que là, on a une prestation excellente, mais même si on n'a pas de problématique, on vit notre société par rapport à la science. Et à mon sens, c'est quand même central. Et je me permets en 30 secondes de dire que nous vivons quand même, il y a certainement un conflit des gens qui sont pour la science, pour la modernité, et d'autres qui sont pour l'irrationnel. Donc il y a une confrontation actuelle que nous vivons, il y a une dynamique sociale entre des gens qui sont pour l'irrationnel, la dépendance et la passivité, et donc la régression, et donc le traditionnel, et d'autres qui sont pour le rationnel, l'activité et l'indépendance, l'autonomie, donc la modernité. C'est quand même opposé. Et là, vous nous présentez très bien la science comme si c'était essentiellement une accumulation de connaissances. À mon sens, c'est court. La science, c'est beaucoup plus. En rapport avec ce que vous avez bien décrit, l'interaction sociale entre les groupes, c'est quand même mettre en valeur, bien sûr, le scientifique et le travail scientifique, bien sûr le rationnel, bien sûr faire évoluer l'esprit critique, l'esprit scientifique, donc faire évoluer avec les moyens que nous avons en société, et là où devient l'engagement du militant excellent, le militant devient dans des cafés comme ça, quelqu'un qui peut donc avoir des ressources pour travailler dans sa société, pour la faire évoluer. Quels sont les instruments essentiels? Ce sont les IEC, c'est-à-dire tout ce qui est médias, information, E, c'est l'éducation, et C, c'est pas les connaissances seulement, c'est surtout la culture. Ça comprend les connaissances, le savoir, et donc notre
dynamique que nous vivons, il y a un conflit, et actuellement, nous militants, les uns sont contre nous, sont pour la régression, nous sommes dans l'irrationnel, et nous avons des forces qui vont vouloir accaparer l'esprit de tous, parce que nous sommes des jeunes, et d'autres, donc il y a un conflit, et nous, je pense ici, que nous sommes beaucoup plus favorables pour faire évoluer les sciences dans toutes ces dimensions. Merci. Merci beaucoup. Alors, je parle juste d'abord parce qu'on m'a demandé le micro depuis un petit bout de temps. Donc moi, il y a un peu de commentaires, mais aussi du coup une question finale. Donc la première chose, c'est pour moi, qu'est-ce que c'est la science? Mais tout simplement, la science, ça permet de faire des choses qui fonctionnent. Quand on maîtrise la science, généralement, ça fonctionne. Après, du coup, chaque action que l'on fait à travers la science passe toujours par l'être humain, puisque c'est l'être humain qui agit sur son environnement. Et donc, c'est là qu'intervient la science sociale, qui permet de savoir pourquoi on réalise quelque chose, individuellement ou collectivement. Parce que nous sommes des êtres vivants aussi, comme les autres vivants qui nous entourent. Nous sommes donc des êtres influençables. Donc, on a beau faire de la science pratique, si on ne s'intéresse pas à qu'est-ce qui nous influence, mais on est limité dans notre capacité à faire de la science aussi, puisqu'on est influençable. Donc par exemple, il y a des liens qui sont faits, qui permettent de mieux produire de la science, améliorer la science, c'est les économistes comportementalistes, qui au lieu de s'intéresser à la science comme étant une science dure, uniquement extérieure, qui s'intéressent au comportement des individus, parce que la théorie ne fonctionne pas réellement, et il faut s'intéresser à ce que produisent les individus par rapport à ça. Moi, ma question, c'est par rapport à ça, parce que la science permet de produire des choses qui fonctionnent. Quand on va avoir une société qui fonctionne, on éduque, on donne une éducation sur la méthodologie scientifique. Et pour moi, il ne faut pas la donner uniquement aux gens qui vont devenir des scientifiques, il faut que ça soit une culture généraliste. C'est-à-dire, au plus jeune âge, pas uniquement enseigner à faire de la science, mais à analyser le monde de façon scientifique. C'est ça le plus important. C'est pas la science le plus important, c'est la façon de le faire. Et donc il y a l'éducation scientifique, et puis il y a aussi sur le côté social, il y a tous les biais cognitifs, tout ce qui est du domaine de l'hygiène mentale qu'on appelle. Mieux comprendre quelles sont nos proportions personnelles à tordre la réalité pour nous arranger nous-mêmes, et aussi identifier dans les différents types de discours et les discours sophistes ou des choses comme ça aussi, pouvoir se défendre sur ces choses-là. Et pourquoi? Voilà, la question c'est pourquoi ça c'est pas appris. Et parce que ça permettrait d'avoir des citoyens qui puissent faire des choses qui fonctionnent et de pouvoir penser économiquement. Je pense que ça donne du pouvoir aux gens, et c'est peut-être ça qui est dangereux. Merci beaucoup. La question de la diffusion du savoir scientifique, de la vulgarisation. Alors. Donc, je me présente, c'est Félix Joly, un biotechnologue et un écologiste. Et je vais tout d'abord répondre à monsieur pourquoi il n'y a pas un conflit entre la biologie et les sciences. En fait, à l'époque de la création des sciences humaines, il y a en même temps la création de l'écologie, qui sont à peu près, qui ont la même vision. Mais l'écologie, c'est dans la nature, c'est dans l'interaction des êtres vivants en général, et la sociologie, c'est juste pour l'être humain. C'est pour cela qu'il y a une vision commune. C'est pour cela qu'il n'y a pas de conflit entre les sciences. Des questions pour vous, madame. Tout d'abord, qui fait la science? Quand et comment? Des questions brèves et pragmatiques. Je vous remercie. C'est parfait. Est-ce que tu peux faire un café débat pour chaque question? عسلامة، أنا إسراء من كارتوغرافي سيتويان قراءة المواطنة. هي جمعية نعملوا
نستعمل tout ce qui est données et cartes. Et généralement c'est le propre des scientifiques ou des experts, mais nous en tant que citoyens experts, tous les citoyens sont des experts, pour débattre des problématiques qui concernent les citoyens, droits économiques, sociaux, santé. Donc, effectivement, عيطتني وربح الويس عيطتني زاد خاطر جاتني الفرصه اللي انا تعرفت عليها قبل وشفت قداش تخدم حاجات دو مانيير باسيوني. انا زاد كيف مانيش برشا في الاسئله ما باش نخمم زاد كيف اكوا سير لي سيونس جي دو مال افيك كلمه لا سيونس. فما شنو منظمه اول حاجه elle sert à partager ces données de recherche. Comme on prône l'ouverture des données, en tant que citoyen, c'est intéressant que tous les chercheurs, que ce soit dans les sciences sociales, voilà, exactes, voilà, ça se classifie, de partager leurs données à d'autres groupes qui peuvent les utiliser pour en profiter, pour réfléchir de manière qui profite à la société. Effectivement, bien sûr, on est d'accord, on fait une transcendance de la science sociale à la science exacte. Malheureusement, qui m'a le système d'atelier في تونس على خاطر ملي صغار نعرفوا اللي les sciences exactes أقوى من اللي تقدر تقرا لتر وبعد تقرا واحد. وهذا علاش تجاه السوسيتي نتاع تونس، السوسيتي نتاعنا احنا كونتون توانسه واحدين على خاطر ماناش نخمموا على الهيومان، on réfléchit pas. وفما حاجه اخرى لي سيونس معناها لي سيونتيفيك ولا ما نعرفش الكلمه هذيك لي اكسبير حتى حد ما هو دي بوليتيك. Tout ce qu'on fait, toute profession est politisée. Chacun doit assumer ses responsabilités politiques. Effectivement, les scientifiques qui produisent des données, ils doivent assumer leurs responsabilités politiques, c'est-à-dire sociales, et ils chauffent concrètement le terrain. Ce n'est pas que le laboratoire, mais la vie de tous les jours des citoyens. والمشاكل برشا في تونس. نبدا جوست اكزامبل سامبل مثلا كيما جيبس مشكله البوليسيون. باهي برشا كان لي شيرشور لي ميدسان ولا توت سورت دو ساينتيفيك ils prouvent par des données concrètes هذا ديما ديتاي le côté du citoyen lambda simple ما ينجمش يفهم يعاون. D'ailleurs c'est l'initiative de l'Institut Pasteur qui a تعيط لنا نحبوا نتقربوا منكم ونشوفوا comment on peut faire les choses. فما حاجة أخرى في ليفل آخر نخططوا في تونس مازلنا بعد عليه شوية. Il y a ce qu'on appelle les sciences citoyennes. Je ne sais pas je connais اسمه به برشا في ما نجمش je le définis peut-être فما بيت نجم نقولوا اما كيفاش حتى des gens de milieu non professionnel هما بدهم يساهموا في الريفليكسيون ولا البرودكسيون سيانتيفيك. فوالا هذه هو. سينو فما حاجه سامبل على الاخر اكوا سير لي سيونس. تويك احنا في القاعده في كافي ديبا في قهوه elle sert à prouver كيفاش احنا في كافي ديبا مسكر un milieu fumeur, scientifiquement, en sciences exactes, tous les non-fumeurs, ils ont fini par fumer. Et donc, du point de vue social, comment, enfin, tous les non-fumeurs, c'est pas avec quoi ça commence. Bonjour, je m'appelle Anissa. J'ai deux points en fait à aborder avec vous. Le premier point, ça concerne la présentation de la biologie. Donc, quand j'ai vu le titre, ça sert à quoi la science aujourd'hui? Donc je tiens à souligner le mot aujourd'hui parce que je pense que d'un point de vue personnel, la science avant, c'est pas la science aujourd'hui. Avant, la recherche scientifique, c'était quelque chose qui concerne toute l'humanité. Et donc, par conséquent, le fruit de la recherche scientifique, c'est toute l'humanité qui en profite. Et sans rentrer dans les exemples, on sait tous qu'il y a beaucoup d'inventions scientifiques qui étaient des tournants révolutionnaires, qui ont sauvé des milliers de gens d'épidémies, etc., etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où il y a un ordre mondial dominant, appelé le plus communément le capitalisme, malheureusement, qui a transformé la science comme étant un champ de business ou un instrument de profit. Je m'explique, c'est-à-dire que, par exemple, dans la médecine,
c'est des laboratoires pharmaceutiques qui sont quelque part des multinationales qui font des recherches et ce n'est pas toute l'humanité qui en profite. Si tu as de l'argent, par exemple, tu peux bénéficier de ce remède. Si tu n'as pas d'argent, excuse-moi pour le thème, tu crèves. Je tiens quand même à aborder un petit exemple qui me touche personnellement. Il y a une semaine ou 10 jours, une petite période, je suis un peu dépassé par la chronologie. Il y a une jeune Tunisienne, il y a une jeune Tunisienne qui est morte malheureusement parce que sa famille n'a pas les moyens d'aller se soigner dans une clinique privée. On a dit à la famille, on a expliqué qu'on a seulement 2 ou 3 médecins qui peuvent le faire et ces 2 ou 3 médecins ne peuvent faire l'opération que lorsqu'ils sont payés. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis un être humain. Si j'ai par exemple, je ne sais pas quelques milliers de dinars, je peux me faire soigner. Si je n'ai pas ces milliers de dinars, je dois mourir. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est une question éthique et morale. Pourquoi j'aborde ce point? Parce que j'attendais, quand j'ai vu le titre, que vous abordez, soi-disant, ce point éthique et moral de la science. Est-ce que la science aujourd'hui a ce côté éthique et moral? Moi, j'ai pas l'impression, finalement, je ne suis pas pessimiste, mais j'ai pas vraiment l'impression. Et donc, la question que je pose, pourquoi les scientifiques aujourd'hui, peu importe dans toutes les disciplines, ils ne donnent pas suite à toutes ces milliers de voix qui se multiplient chaque jour partout dans le monde pour appeler à une humanité plus humaine, pour une démocratisation de la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où nous gaspillons des milliards de dollars pour aller chercher de l'eau sur notre planète. Je ne vois pas l'intérêt, alors que nous avons des milliers de gens sur notre planète qui n'ont pas accès à l'eau. Nous sommes en train de développer des gènes, je ne sais pas, excuse-moi, je suis littéraire de formation, je ne connais pas ces termes et ces concepts scientifiques, mais chaque jour je vois sur les meurent aujourd'hui pour des épidémies, etc., dans des conditions les plus primitives qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça concerne l'intervention de la question sociale. Moi, je suis un grand lecteur de la sociologie j'ai une petite question que je voudrais partager avec vous. Après la Révolution, on a cette impression, après vous me corrigez si c'est une fausse impression, on a l'impression que les sociologues ou toutes les études scientifiques qui ont été faites de ces dernières années, c'était soi-disant des études sur commande. C'est-à-dire, on a l'impression que les sociologues, la majorité des études, en fait, elles ont été commandées par des ONG, des bailleurs de fonds, etc., comme pour les utiliser après pour leurs projets, pour des finalités de leurs projets. Alors pourquoi le sociologue aujourd'hui ne prend pas l'initiative lui-même pour étudier les phénomènes sociaux qui existent dans notre société? Est-ce que le sociologue aujourd'hui a un problème de dépendance? C'est-à-dire, est-ce qu'il est obligé, soi-disant, de travailler avec ces organismes? Est-ce que ces organismes qui sont exigeants pour lui dire c'est quoi l'étude que tu dois faire, etc., etc., ou bien c'est pas le cas? Voilà, merci. D'abord, je voudrais remercier l'IRMC d'organiser ce genre de débat et de ne pas rester entre spécialistes, simplement de vulgariser et d'ouvrir ce débat à la société parce que je pense que c'est le plus important. Essayons quand même de voir un peu plus large que ce qui se passe en Tunisie. C'est vrai que le sujet est très vaste et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la science, mais on n'a pas parlé de la technique. Et c'est là peut-être que ça pêche. C'est dans les applications de toutes ces découvertes scientifiques, parce que j'ai l'impression, c'est ce qui est évident, que les techniques, en tout cas actuellement, évoluent beaucoup plus vite que les découvertes scientifiques. Et c'est là où il y a un problème. Vous avez tous entendu parler, par exemple, de ce principe, du principe de précaution qu'on appelle. C'est-à-dire que
On a l'impression qu'actuellement, les techniques sont financées, servent pour le business, vont de plus en plus vite et sans se préoccuper des conséquences de ce qu'elles amènent, on continue encore dans ce sens-là. Alors, par exemple, les OGM, exemple, tout ce qui est activité, tout ce qui est éthique actuellement, c'est-à-dire toutes ces, parlons par exemple des OGM. Aujourd'hui, la science, à ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste, mais n'a pas encore fait le point pour savoir toutes les conséquences qui peuvent découler de ces OGM actuellement. Mais malgré ça, on sent que les techniques évoluent, le business essaie de pousser, les multinationales, etc., parce que c'est ça qui les intéresse, sans se préoccuper des conséquences sur l'être humain. Donc, c'est là, en fait, ça c'est un exemple qui montre que la science, actuellement, n'arrive pas, en fait, à répondre à toutes les questions posées par ces techniques, alors que d'un autre côté, c'est ça qui avance et le monde, on ne sait pas où il va. Ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple aussi, c'est le changement climatique, où actuellement, donc on est face à une situation où ces techniques, ce business pousse le monde encore vers des situations qui sont inquiétantes, et les scientifiques n'arrivent pas à se faire entendre et sont en position de faiblesse par rapport à cette tendance qui va vers un danger. Le dernier point, c'est tout ce qui est éthique, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est robotisation, où actuellement nous voyons bien qu'il y a des métiers qui vont disparaître, que le travail ne sera pas disponible pour tout le monde, qu'il y a une création de richesse qui n'est plus faite par l'effort humain, par le travail manuel, mais par des machines. Et qui bénéficie de ça actuellement? Eh bien, il est clair que ce n'est pas la totalité. C'est entre les mains d'une minorité de financiers, de personnes dont ça crée des inégalités entre les couches sociales et qu'il va y avoir, c'est ça le risque, en fait, que la majorité ne va pas être contente de tout ce qui se passe parce qu'elle ne bénéficie pas de toutes ces avancées techniques. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles vont se révolter et elles vont exprimer leur désapprobation. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, c'est les rationnels qui vont l'emporter. Ce sont les gens qui vont leur dire tout ça, c'est à cause de ces avances scientifiques, c'est la science qui fait votre malheur, et donc c'est la science qui va en fait être en danger à la fin. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vais rebondir sur une question qui est l'objectivité présentée par monsieur. Ici, l'objectivité, elle a donc la signification, donc les méthodes de sciences sociales et non pas la signification journalistique. Par cette occasion, je vous invite à lire donc méthode de sciences sociales Madeleine Ravitz. Ça explique c'est quoi l'objectivité pour le chercheur, comme madame l'a présenté. Sinon, pour moi, je vais rebondir aussi sur la même question, d'une même perspective de Madeleine Ravitz. C'est quoi une problématique? L'intitulé de ce débat est « À quoi sert la science ?» Je vais en ramener une ou deux hypothèses pour en faire donc une problématique. Donc la problématique est donc, à quoi sert la science dans l'absence totale d'une politique, d'une stratégie, d'un investissement de l'État pour mettre en valeur la recherche scientifique? Voilà. Alors, il y a une dernière question à vous. Merci pour cette question. Merci pour cette question courte. Il y a une dernière question. En fait, j'ai une profonde admiration pour les gens qui arrivent à formuler exactement ce qu'ils veulent dire. Je n'ai pas cette capacité, donc je vais essayer d'exprimer le maximum de ce que je veux dire.
En fait, votre présentation m'avait matraqué d'idées et je voulais vraiment approfondir sur chaque petite idée que vous avez formulée parce que c'était super intéressant. Et en fait, je me sens concernée parce que je suis ressortissante de l'université tunisienne et j'ai choisi un cursus appliqué parce que je voulais juste être dans la recherche-action parce que ça m'intéressait. Sauf que j'ai eu une grosse déception à un moment après le master. Je ne suis jamais arrivée à trouver une méthodologie qui me permette d'exprimer, d'aimer ce que je fais en fait. Parce que après avoir commencé un mémoire ou un sujet de licence, à un moment, j'ai fait une licence en protection de l'environnement et un master en management des risques environnementaux. Donc au début, j'étais très intéressée. Après, j'ai laissé tomber parce que la méthodologie qu'on propose, c'est une méthodologie que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'elle ne me plaît pas, parce qu'elle ne me parle pas. Peut-être que parce que je ne suis pas une scientifique. Donc la question que je me pose, est-ce que tout le monde est scientifique? Est-ce que tous les cerveaux sont faits de sorte à ce que tout le monde ait une réflexion scientifique? Parce que, sachant que la science est associée à l'intelligence, donc je me dis, peut-être que je ne suis pas intelligente. Non, mais je veux dire, c'est ça, quoi. L'intelligence et la science, ça va de soi. Donc, surtout dans notre société, finalement, même les sciences humaines et sociales ne sont pas associées à l'intelligence, parce que c'est le brillant, c'est le médecin, c'est je sais pas moi, le chimiste. Oui, il faut avoir des lunettes, il faut avoir des 18,5 en maths et en sciences et en physique. Et donc oui, c'est un complexe que j'ai. Et oui, ça me pousse vraiment à me poser la question parce que ça me plaît la science depuis que je suis petite, j'adore ça, tu vois. Après, on me dit tu dois faire une synthèse bibliographique, un truc, je sais pas. Bon, allez, un modèle qui est chiant de parler. Qui est juste pas très intéressant, pas très cool. Et voilà, c'est ça. Et en fait, toute intervention m'a poussée à encore réfléchir. Après, je perds mes idées et donc j'espère que j'ai passé un minimum de ce qui est passé par ma tête. Vous êtes curieuse. Vous êtes curieuse? Oui. Vous êtes scientifique. Pour montrer que la science est ouverte à tous, et pour rebondir sur une des questions posées par mademoiselle, sur les problèmes de Garza et tout, ce que vous venez d'évoquer, c'est tout simplement ce qu'on appelle les sciences participatives, ou encore appelées les sciences collaboratives, ou les sciences, on est arrivé finalement à les appeler les sciences citoyennes. Les sciences citoyennes, c'est tout simplement une participation des citoyens, même s'ils ne sont pas scientifiques, à un projet de recherche scientifique. Donc ne tiennent qu'aux gens de Garza ou de Gabès de lancer un projet de recherche participatif pour résoudre ces problèmes avec la participation de tous les citoyens, quel que soit leur niveau. Alors, puisque nous sommes ici pour partager, je vais vous dire une dernière chose. La chimie est une science à part entière. La chimie, d'ailleurs, la définition de la chimie, c'est la science qui étudie les lois des états et des mouvements des corps sans qu'il y ait changement de nature de ceux-ci. Par exemple, si l'eau à l'état liquide passe à l'état de vapeur, c'est une transformation physique. C'est de la physique. Mais si jamais l'eau change de nature, c'est-à-dire si l'eau se décompose en hydrogène et oxygène suite à l'analyse de l'eau, ça c'est une transformation chimique. Et tous les processus qui entraînent des changements de nature des corps sont des processus chimiques et constituent tout le corps de la chimie. Vraiment, moi, je me régale dans ce café. C'est ce que
doit se faire dans toutes les villes, dans tous les villages de Tunisie, ce genre de discussion. J'ai dit à la demoiselle que les questions allaient dans tous les sens. Je comprends. Parce que tous les citoyens ont tellement de choses concernant la science à dire qu'ils profitent de l'occasion pour dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, comme moi je le fais maintenant. Je répète, je suis un acteur de la culture scientifique et je voudrais que ces débats, Hicham, merci encore une fois. Je sais que tu es fatigué. Et vraiment, on se régale et j'espère que c'est la vie de tout le monde. Et je vous remercie encore une fois. Bonsoir. Je ne comptais pas intervenir parce que malheureusement j'ai raté l'événement. Mais je vais répondre à mademoiselle. En fait, je voudrais te dire que moi, je suis scientifique à la base, je suis passionnée de tout ce qui est scientifique et après j'ai fait bac maths. Et ben, la manière avec laquelle on m'a enseigné les maths a fait que j'ai abandonné les maths en plein cours de cursus. Je suis passée d'excellence à carrément ne plus étudier. J'ai détesté et j'ai fait un blocage sur les maths après avoir eu mon bac maths. Je suis sûre que je ne sais plus résoudre une équation. Pourtant, le raisonnement scientifique est toujours là. Je résous même les questions artistiques par un raisonnement mathématique. Donc, après des années de torture et de questions existentielles où je pensais que j'étais conne, je sais quand je suis conne. J'ai fini par découvrir juste un brin d'espoir. C'est un jeune qui, bon, certains disent que c'est un charlatan, certains disent que c'est bien ce qu'il fait. Moi, je trouve que tant que ça me fait du bien, ça me pousse vers l'avant, peut-être qu'il faudrait l'écouter. C'est un jeune, je crois, il est d'origine algérienne, il vit en France, un certain Idriss Aberkane, qui a critiqué la manière avec laquelle on enseigne la science. Et quand j'ai lu son livre, j'ai pleuré. Parce que c'est vrai que lorsqu'on nous enseigne, les livres nous disent généralement, t'as compris ça, t'as pas petit camp, il faut comprendre tout ça après. On nous dit toujours ce qu'on n'est pas encore parvenu à faire et pas le renforcement négatif. Donc on est dans une société où on a hérité un système, c'est un système français je crois, où c'est le perfectionnement, c'est pas pour être méchant avec les autres, mais il doit être remis en question. Donc peut-être que tu devrais penser au renforcement positif, lire son livre, il est intéressant, voir ses vidéos si tu n'arrives pas à trouver le livre, et tu vas vraiment changer de vision sur toi-même. Donc j'ai une autre intervention par rapport à la science. L'indépendance financière, je n'ai pas très bien formulé ma question, mais ça a été posé un peu d'une manière vague. L'indépendance financière, elle est en train de... Je ne sais pas à quel point les scientifiques en Tunisie, sur l'échelle internationale, c'est plus visible parce que ça écrit, ça parle, il y a des journalistes qui écrivent sur la science, et il y a des revues. En Tunisie, je ne sais pas ce que ça donne. Moi, j'ai l'impression que c'est orchestré par la recherche organisée. Et je ne sais pas si on finira, les scientifiques en Tunisie finiront comme les musiciens à être écrasés par la machine commerciale, la chose, qui me fait et à quel point on pourra une machine de belle cadence et si peut-être que s'il y a une souffrance quelque part, s'il y a un malaise, s'il y a une négligence de la part de l'État lui-même, peut-être qu'il faudrait communiquer. Je reviens sur le point parce que très honnêtement, ça m'intéresserait de lire des revues. On n'a pas le temps de lire des livres peut-être, mais je fais partie des gens qui lisent beaucoup de revues et ça serait intéressant de communiquer dessus. En tout cas, merci pour vos efforts. Bonsoir tout le monde. En fait, نحب نرجع للنقطة اللي حكى عليها سي مسيو يوسف. D'accord. أنت en fait حكيت على كيفاش la science pour répondre aux intérêts des bailleurs de fonds. Principalement, c'est ça. Vous avez confondu les deux questions. La science, j'ai parlé de la question éthique et morale de la science. Et pour la sociologie, je parlais de la dépendance du sociologue ou du chercheur vis-à-vis de pourquoi il n'est pas dans l'initiative. En fait, et l'expert.
Et on est en train de créer, alors vous dites en Tunisie, mais sachez qu'en Europe, il y a des chercheurs européens ici, il y a un chercheur allemand à votre table, et vous savez qu'on a aussi des soucis avec les financements, et que de plus en plus, les sujets de recherche doivent répondre à des commandes. Et donc ça, c'est un vrai sujet. C'est une vraie question. Et donc, je vais peut-être pas développer. Oui, j'aimerais bien entendre les deux demoiselles, parce que... Vous venez parler des technoples. Avec nos qui, quoi, comment, pourquoi, la place du chercheur dans la société tunisienne, de la recherche dans la société tunisienne, la visibilité des chercheurs aussi. Ok, alors merci pour ces questions, c'est vraiment génial ce qui se passe. En fait, vous avez soulevé tellement de problèmes. Exactement. Mais alors, vous parlez à la revue scientifique ou à la revue pour simplifier l'information scientifique. Les revues, plusieurs chercheurs, par exemple, avec les résultats, etc. La démarche la diffusion par la culture scientifique. Et justement, le problème est l'événement est على خاطر وقت نحكيو على كولتور سيانتيفيك شنو معناتها وقت الصغير اللي في المكتب نعلموه كيفاش يخمم دون مانيير راسيونيل معناتها مش تقولوا راه ما يلزمكش تكون معناتها كاري لا ما نخمموه كيفاش يخدم معناتها يخمم دون مانيير راسيونيل. وحاجه اخرى زاده نحبوه في الحاجه اللي هو يعمل فيها معناتها خاطر المات نقراو على المات ندخل يقولوا لنا ايكواسيون ما نعرفش معناتها وفي الاخر دوكا ما يقولولناش علاش هذيك وجينيرالمون يقولوا لنا ما عندكم تعملوا بهم من بعد كو سي با فري ساعات تلقى دي ارتيست ولا دي ميوزيسيان اللي تلقى فما دي ايكواسيون خدموا بها الموسيقى نتاعهم اون ريبوندون هذا كيستيون معناتها سي فريمون معناتها لا سيونس ملمه برشا حاجات جوست يلزمنا نحب الصغار كيما يقراو نعلموهم باش يحبوا هكا الحكايه هذيك حاجه ثانيه par rapport à l'éducation scientifique هذاك شنو اللي ناقصنا احنا في تونس معناتها سي فري كو المسيو قال احنا لي سيانتيفيك اون ديري عايشين هكا الفوق معناتها ما نروحوش شويه باش نحكيو على لي ريزولتا اللي احنا نخدموا فيهم etc. سي فري vous avez raison. En fait, ce genre d'événement, il خلينا باش المره الجايه معناتها اليوم on a abordé un sujet large كبير على الاخر mais المره الجايه نجموا ناخذوا بالتيماتيك معناتها نفسروا كل تيماتيك معناتها كل بروبليماتيك بلوتو شنو هي وشنو الانتيري تاعها. اي حاجه اخرى دونك فوالا دونك معناتها لو بروبليم هو اني مازال ما عندناش هكا لينيسياتيف انا باش d'une manière très simple les résultats de nos recherches. Une fois, tu arrives à passer le message d'une manière très claire. Les citoyens, je peux dire une curiosité, des articles sur Internet, et il peut faire la différence entre les informations ou les informations relatives. Ça m'étonnerait. Justement, bon, mais à ma femme, on arrive à susciter la curiosité, mais Internet, Google, le problème c'est qu'il faut faire la différence entre les حاجات الصحيحة والحاجات الغلطة باش من بعد وقت انت تحكي انت عندك des arguments صحاح avec des preuves quoi. Et ça c'est bien. Une fois on arrive à sensibiliser les citoyens ويولي يفهم احنا فاش قاعدين نحكي واحنا بيه لازم نكونوا à l'écoute des problèmes des citoyens وهما شنو les besoins نتاعهم. C'est très important مش احنا في الريشيرش جينيرالمون فما دي ريشيرش هما en fait ماشي كيوريوزيتي تاع الشرشور وفما دي ريشيرش اللي معناتها كيفاش تحكي على شيء ما نعرفش شنو ولا تطلع حكايه الفوق etc. مي لو بوت بولي سي فريمون معناتها نشوفوا شنو لا سوسيتي شنو لي بوزوان نتاعها وانا
في اللابوراتوار نتاعنا شنو نجمو نعملوا والا كيفاش اون بوز سيت كيسيون باغ نلقاو لها اون ريبونس باش اون فوا نلقاو اون ريبونس بعد نمشيو للغوفرنمون ونقول لهم راهو فوالا عندنا دي بروف عندنا دي شيف عندنا دي اكسبيريونس اللي قالوا هكا هكا يا ان فري بروبليم زادا يلزم زادا الدولة تكون زادا سنسيبيليزي بالحاجة اللي احنا نعملوا فيهم خاطر ما برشا حاجات كما مش نحكي على الريشوفمون كليماتيك معناتها لي سيانتيفيك قاعدين يخدموا عليه الحكاية هذيك دي بيتيسيون معناها يا ان فري بروبليم مي معناتها الدولة ماهيش فايقة ولا ماهيش فاهمة ولا perdu à l'avance. Le jour où vous le faites, cherchez d'autres alternatives. Alors, Rami, vous avez posé une question très pertinente pour moi, qui touche beaucoup. Alors, vous avez dit, la science a-t-elle un côté éthique? Comme réponse, on ne peut pas se plonger, donner oui, non, d'accord? Moi, je voudrais attirer votre attention et celle du public, ce qu'il faut faire la distinction entre la production du savoir, de la connaissance, et l'usage de la connaissance. Vraiment, les scientifiques ont un rôle, il est très important, il n'est pas indéniable, dans la production du savoir. L'usage, c'est une autre affaire. D'autres voilà, انت اشتغلت روحك كشرشور معناها بالكونيسانس هذيك معناها le scientifique هو الشيء يقدر روحه quand il produit et puis l'usage. Et là je rebondis par rapport à la recherche action. D'accord? Et là personnellement j'ai fait les deux, la recherche fondamentale et la recherche action. Comment je gère les choses? الأول c'est le commanditaire en tant qu'anti-chercheur vous investiguez sur le commanditaire الشخص اللي باش تخدم معاه المؤسسة اللي باش تخدم معاه quels sont ses objectifs شنو التون d'accord et personnellement dans tous les recherches actions parmi lesquelles j'ai exposé enfin celle de carte citoyenne il y a toujours cette passion vers l'objet يعني مش يجيك انستيتيوشن تقول لك هذوما سي لي كوليس نحكي لك مش تجيك انستيتيوشن تقول لك راني نحب تخدمني على كذا وكذا اوكي معناها عندها هي فكره نتاع الريشيرش تحب تعملها. Il y a quand même un débat sur un argumentaire نسميه شنو تحب توصل بالارغيومونتير اللي تقدمه لك المؤسسه هذيك لو ان جي هذيك. Si éthiquement et déontologiquement vous adhérez aux objectifs par commanditaire et la recherche-action que l'institution vous offre, ok, vous travaillez, d'accord. Et on a, par exemple, les cartes citoyennes, j'étais responsable des cahiers de données de la santé. Je تعمل recherche, je trouve qu'est-ce qui nous manque en matière de données, de santé. On essaye de remplir les vides. Et en tant que citoyen, chercheur, je suis aussi citoyenne, ça m'intéresse de progresser et les choses dans ce sens-là. On fait le carte citoyenne, on travaille aussi sur l'immigration, sur l'éducation, sur les droits des femmes, leur accès aux droits individuels, je pense, l'héritage, le travail. Et donc, mais aussi une autre manière de procéder. Le chercheur un objet et il cherche un financement. Donc, il propose telle ou telle institution pour leur dire un projet sur la jeunesse, sur la femme et son accès à l'espace public. Et donc, bien sûr, les institutions ou les politiques. Et ça marche avec leur vision des choses. Donc il accepte le projet et il le finance. C'est vrai que le fait que nous avons la recherche action surtout بعد la révolution, c'est légitime de penser de telle manière. Mais quand même, il faut avoir le revers de la chose.
حتى l'état interne نقص ياسر في الريشيرش سيونتيفيك معناها تشوف انت الوزاره نتاعنا الانتerne نتاع الريشيرش سيونتيفيك شنو البودجي اللي كونساكري au laboratoire d'accord ليه ما نحاولش فما ريستريكسيون بودجيتير حاجه ضحك اللي ريسامون تيك قالوا في استراليا عملوا نقصوا شويه من البودجي نتاع الريشيرش معناتها لازم سي با نورمال نقصوا من الريشيرش البودجي نتاع الريشيرش mais فما un vrai problème de financement. Finalement, on se retrouve prendre ça mieux que ne rien faire. C'est de la recherche là, c'est pas une recherche d'un degré moindre. C'est les mêmes méthodologies, c'est les mêmes rigueurs scientifiques, une recherche fondamentale. Sauf que les recherches منظمة وبعدين معناها الريزولtat la propriété intellectuelle, elle revient à l'institution, non pas au chercheur. D'accord? Et maintenant, par exemple, qui خدمت مع توينسا ما نقولش هذيك خدمتي خدمت توينسا. L'ouvrage il sort au nom de l'association Touensa. Alors quand je fais mon travail de thèse sur le don d'organes, ça c'est mon propre travail, d'accord? Donc c'est de la recherche de la même rigueur scientifique. Je ne remets pas du tout en cause la rigueur, mais je me réponds moi-même sur le point que Tafsir on est plus porté sur... Voilà. Je voudrais rebondir sur la question du monsieur le philosophe. Oui, encore j'ai une autre question. Est-ce que vous considérez le savoir et la connaissance c'est une chose? Parce qu'il y a vraiment une différence entre le savoir et la connaissance. Et pour la philosophie, il y a un grand philosophe qui s'appelle Aristote qui a écrit la métaphysique au milieu de la métaphysique, il a écrit tous les hommes désirent naturellement à savoir. Donc, vraiment, il a comment donc, la science est née au cœur du travail philosophique. Et vraiment, et la science, et les sciences sociales, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas vraiment à l'identifier de ce qu'on s'appelle vraiment sciences sociales. En fait, à l'époque de là, je dis bien, à l'époque de la création. C'est plutôt le XVIIe siècle, le XVIIe siècle avec Auguste Comte. On a commencé par les philosophie positive et c'était purement une question très positive pour Maï. On a arrêté le droit. Deux questions. La première, vous avez dit qu'il y a un conflit. Ok, c'est une manière de voir les choses et on la respecte. Mais nous, enfin moi et Céline, nous aimons voir qu'au-delà du conflit, il y a une possibilité de rapprochement. Et que la possibilité de rapprochement, même si on dit que par exemple, vous avez évoqué l'exemple de la violence c'est un résultat d'ordre génétique, et nous on dit c'est d'ordre à cause de la socialisation. Moi je vois en ça une richesse de voir deux causes différentes. Ça permettrait de contourner le problème de manière différente et peut-être aussi de le cibler avec plus de richesse. حتى كان فما conflit ما نشوفوش انه c'est un obstacle بالعكس باش نقول لك شفت انت صحيحه تقول لي ليه هذاك سبب جيني وانا نقول لك ليه نشأة اجتماعيه نجم يكون الاثنين. Par exemple, quand on parle de la violence symbolique, c'est-à-dire quand il y a une question, la violence symbolique, est-ce que c'est une donnée culturelle, est-ce que c'est une construction sociale ou bien est-ce que c'est une donnée biologique? À mon avis, c'est une donnée culturelle, c'est les intérêts. Et la violence symbolique, c'est tout un autre type de violence. Vous le rapprochez à la violence physique. Oui, mais par exemple, aujourd'hui en Tunisie, la violence symbolique elle est très enracinée dans la société. Il n'y a pas de violence symbolique. Tout à fait d'accord. Homosexuels, peu importe, les minorités. Par exemple, si vous avez regardé le film de Nasser Fessi du Sudetex, il y a vraiment une violence symbolique. On les va même à décrire, c'est vraiment, on dépasse toutes les limites de... Je voudrais bien enchaîner sur ça. Oui, je pense qu'il va falloir exactement, mieux pour notre je pense que... Ce petit débat en maths, il nous rappelle trois auteurs. Malthus, Darwin,
et Marx. Malthus a fait la théorie de la population. Il a influencé Darwin, théorie de l'évolution. Il a influencé Marx, théorie de la révolution. Et là, on voit Malthus qui défend un concept central, c'est la croissance. L'économie est née la tête en bas. C'est la croissance, c'est pas le travail, c'est pas la création de richesse, c'est pas la valeur ajoutée. C'est pas on a connu avec Smith et Facile. Et puis, Darwin, le côté éthique, c'était une résultante, une contrainte de la théorie. Elle l'a suivi depuis le début quand il a commencé à lire Malthus, et elle l'a accompagné jusqu'à la fin, la descendance humaine. La descendance humaine qui n'a été découverte, bien lue et bien traduite, parce qu'elle a été retraduite en 1983 avec Patrick Tort, de 1871 à 1983, on ne savait rien du tout de ce qu'on a appelé au début la descendance humaine, et on a changé la traduction, la filiation humaine en 1983. Donc là, il y a de l'éthique qui accompagne la science chez Malthus. Il faut laisser crever les gens, parce qu'il y a une croissance géométrique de la population et une croissance arithmétique de la richesse ou de la nourriture. Et Marx, il a créé, son invention, c'était la lutte de classe, la révolution et le renversement des classes, ce qui était aberrant chez Darwin. Merci. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on clôture bientôt parce qu'on avait dit 1h30 de débat et je ne sais pas quelle heure il est, mais on a bien dépassé. Est-ce que, je sais qu'il y a encore c'est une question très courte. Alors la dernière. هو سؤال في قالب حول التفكير العلم. العلم يمكن ان يكون في يعني عنصري او تمييزي او لا انساني. يعني في تطور العلم عبر التاريخ مثلا كانت عنصريه او الانسان الاسود يعني متخلف لانه في جينات معينه وهو كما فتره معينه كان يعتبر المثل يعتبر مريض مثلا من مراحل تطور العلم حتى في علم النفس مثلا في مراحل معينه في تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر كان هناك صراع بين الكود بلجيكا تعتبر ان الشعب الجزائري شعب متخلف وعنيف وهو جاء فرنسا بيان واعتبر ان العنف هو نتيجه عن الحرمان السياسي واقصى سياسي انه لا يمكن ان نذهب العلم الاقصى لخلق حاله من ميتافيزيك. العلم يمكن لاهوت معناها العلم يمكن ان يكون انساني، يمكن ان يكون وحشي، يمكن ان يكون استبدادي، يمكن ان يكون عنصري حسب تطوره حسب المغزى منه، يعني حسب المغزى السياسي. العلم ليس ميتافيزيك كانه دين جديد، يعني يمكن تطور، يمكن ان نحط بالانسان ويمكن أن يلحق أن يتطور. هذا هو السؤال أو الاستفهام أو محاولة التفكير. حسب فهمت معناها كل العلم ينجم يكون إنساني وفي نفس في معناها ينجم يكون وحش. صحيح. أنا نقول حتى كان فما العلم الوحشي واللي هو معناها موجود on peut pas le nier اللي خلقوا معناها un contexte économique des tendances idéologiques ما ننساوش اللي فما les contre-mouvements اللي هما tout ce qui est revendication, tout ce qui est militantisme. اللي مثلا قلنا بكري نحكيو على la biologie ou les compagnies pharmaceutiques qui essayent de créer le max de bénéfices, créer des virus et les lâcher dans la nature, puis créer les vaccins. Ça existe peut-être, mais dans ma vision des choses, je pense que l'homme qui m'a fait le mal, fait le bien. Et on essaye, on a cette tendance à toujours créer l'équilibre dans l'humanité, dans la société. Et tout à l'heure, monsieur il est parti, il a critiqué le capitalisme. C'est vrai, le capitalisme peut être sauvage,